toujours ravie de me retrouver parmi vous dans ce cadre agréable et exceptionnellement cette année avec des journées jumelées entre la Société marocaine de pédiatrie et la PRT. Donc, je suis doublement ravie. Et il m'a été demandé de parler des cas cliniques de dermatologie néonatale. Donc, je ne vais pas pouvoir faire tout l'éventail des pathologies, mais quand même, j'ai choisi quelques-unes. Donc, je vais commencer déjà par parler un peu de la peau du nouveau-né, parce que c'est un peu particulier. Après, je vais parler de quelques cas cliniques et par la suite, quelques pathologies dermatologiques courantes chez le nouveau-né, le nourrisson et le jeune enfant. Donc, la peau du nouveau-né, donc il faut savoir que quand même un tiers des consultations qui se font en pédiatrie, c'est des enfants qui viennent justement pour des problèmes concernant la peau. Et l'origine des problèmes, elle est variée. Ça pourrait être viral, parasitaire, immunoallergique, bactérien, comme toxique. Et à la naissance, la peau, tout le monde sait qu'elle est couverte par ce qu'on appelle le vernix caseosa. Donc, ce vernis qui est protecteur, qui est blanchâtre, qui est gras et qui a normalement des propriétés qui sont très importantes parce qu'il est fabriqué essentiellement par les glandes sébacées, fœtales. Il a son rôle de protection justement de la peau et donc il a des propriétés à la fois lubrifiantes et antibactériennes. Par la suite, soit il va être éliminé par la toilette ou alors il va être éliminé de lui-même, c'est-à-dire il va être absorbé par la peau du bébé. Il y a même des sociétés de cosmétologie qui vont l'utiliser justement pour les cosmétiques et des mamans qui ont des taches de grossesse et qui vont l'utiliser parce qu'il a justement des vertus très importantes sur la peau. Donc, toujours en parlant de la peau prématurée, donc là, on va voir que quand même, elle est plus différente par rapport à la peau d'un nouveau-né à terme. Elle est plus fine, elle est transparente, elle peut être recouverte de ce qu'on appelle le lanugo, là. Donc, le lanugo, c'est justement ce petit duvet qui recouvre le fœtus et qui devrait normalement disparaître. Là, ça se voit pas parce qu'on n'a pas un écran, mais bon, il n'a pas eu le temps de disparaître, de tomber, parce que le bébé, il est arrivé avant terme. Cette peau, elle est immature, surtout quand on a un petit de faible âge gestationnel, parce que tout simplement, la couche cornée n'a qu'une seule assise cellulaire. Et donc, elle va être beaucoup plus perméable et donc plus prédisposée à être atteinte. Donc, cette différence, elle va se corriger normalement dans les 2 semaines qui suivent la naissance. Et donc, à terme, cette morphologie de peau, elle va être semblable, similaire à celle d'un adulte. Et donc, elle aura la même épaisseur concernant l'épiderme. La protection contre les rayons de soleil non plus, on va voir qu'elle est diminuée parce que la mélanogélèse, elle est encore incomplète. Donc, dans les fonctions de la peau, donc il y a la fonction sébacée parce qu'il y a les glandes sébacées du fœtus qui vont être stimulées par les androgènes, c'est-à-dire les hormones maternelles, avant la naissance. C'est pourquoi on pourrait avoir des troubles qu'on va voir à la naissance et qui sont dus justement à ces troubles hormonaux dans l'acné néonatale. Donc, vous connaissez l'acné néonatale. Les grains de milium, ce sont des grains qui n'ont aucune signification pathologique parce que tout simplement, ce sont des grains qui sont de couleur blanchâtre qu'on va voir soit au niveau des joues, soit au niveau de la base du nez et généralement qui vont disparaître de même, et puis l'hyperplasie néonatale des glandes sébacées, ou alors ce qu'on appelle la dermatite séboréique. Toujours dans les fonctions de la peau, il y a la fonction sudorale et la thermorégulation aussi. Donc, on sait très bien que les glandes sudorales ne sont pas encore arrivées à maturité, donc à la naissance, ils sont encore immatures. Et donc, on a cette impression d'avoir une peau sèche chez le nouveau-né. Et puis, cette sensibilité qui est accrue justement aux agressions climatiques. Donc, raison pour laquelle il y a une prédisposition à l'hypothermie. Donc, la sécrétion se normalise durant la première année de vie. Le pH cutané aussi, donc chez l'adulte, on a un pH qui est acide, qui est aux alentours de 5,5. À la naissance, on a un pH qui est encore, je dirais, plus élevé, qui est entre 6,2 et 7,5. C'est pourquoi ce pouvoir tampon, il est diminué. Et donc, on va se retrouver avec un pouvoir tampon qui est moins efficace que chez l'adulte. Donc, on va attendre que ce pH s'acidifie pour qu'on puisse acquérir cette maturité. Et donc, le pH atteint des valeurs entre 5 et 5,5 à la 4e semaine de vie, donc vers 1 mois. Puis à la colonisation bactérienne, on sait très bien qu'un bébé, il naît généralement avec une peau qui est stérile. Donc, ce n'est que par la suite qu'il y aurait un contact avec les bactéries. Et donc, il y aurait la densité bactérienne qui va se normaliser avec l'âge. Et enfin, il y a les défenses antimicrobiennes qu'on va voir. Donc, tout ceci va faire que les défenses antibactériennes vont être diminuées. Le pH acide, la faible teneur en eau,
En surface, les acides gras libres, la flore commensale et les peptides antimicrobiens ainsi que les lipides extracellulaires ont également un rôle mécanique dans justement cette imperméabilité de la couche cornée. Et donc, il faudrait attendre un peu de temps pour acquérir justement ces défenses antimicrobiennes. Et en dernier, il y a la réponse immunitaire. Donc, le système immunitaire cutané, il est encore immature à la naissance et plus il est prématuré, ce système immunitaire est encore immature. Et cette maturité, elle va être atteinte vers l'âge de 9 mois. Et donc, on aura une immaturité qui est compensée justement par la présence, heureusement, de ces peptides antimicrobiens. Donc, c'était un petit rappel de la peau du nouveau-né, juste pour vous rapprocher de ce qui se passe. Et là, je vais présenter le cas d'un nouveau-né âgé de vie. En fait, il est de sexe masculin, consanguinité premier degré, la mère âgée de 44 ans, troisième geste, troisième part, sans antécédents pathologiques particuliers, ni prise d'antibiotiques, ni plante médicinale en cours de la grossesse. La grossesse était mal suivie, elle était menée à terme. L'accouchement s'est fait par voie haute pour dépassement de terme et l'apgar était indéterminé à la naissance. Le poids de naissance était de 4 kg. Donc, l'anamnèse infectieuse était positive. La maman avait présenté de la fièvre au moment de l'accouchement. Groupage de la mère indéterminé. Le nouveau-né a été admis pour des lésions cutanées généralisées depuis la naissance. Donc, il nous a été adressé justement pour des lésions cutanées généralisées. Il était apéritique à l'admission, hypotonique, mais réactif. Et on avait des réflexes archaïques présents, mais qui étaient faibles, surtout les réflexes de succion. Et le poids de naissance, qui était à 4 kg, à l'admission à J2 de vie, il était de 2,6 kg, avec une taille à 50 cm et un PC à 34 cm. Donc, le dextro était correct, un Silverman à 1/10, une saturation à 89 passée à 100% à 2 litres d'oxygène, fréquence respiratoire et cardiaque normale avec un temps de recoloration qui est correct. L'examen cutanéo-muqueux, justement, il a montré un décollement cutané. Regardez, là, c'est les images. Un décollement cutané épidermique qui dépasse les 60% de la surface de la peau de ce bébé. Donc, le décollement cutané, regardez, quand même, c'est énorme. Donc, ça touche le torse, ça touche les organes génitaux, ça touche les fesses aussi, les pieds. Donc, on dirait un bébé qui est quand même ébouillanté. Et puis, l'examen pleuropulmonaire, il montrait de légers râles renflants, gauche, et le reste de l'examen était normal, avec un bilan malformatif qui était négatif. Donc, vous pensez à quel diagnostic ? Effectivement, c'était une épidermolyse bulleuse généralisée. Donc là, je vais passer sur la conduite à tenir face à des bulles néonatales, en passant par l'interrogatoire, l'examen clinique. Penser au côté génétique, bien entendu, à la fragilité cutanée en cas d'épidermolyse, aux lésions linéaires qui pourraient faire penser justement à d'autres pathologies. Mais de toutes les manières, là, c'était vraiment flagrant. Donc la CRP qui était à 150, c'est un enfant qui nous a été nouveau-né, qui nous a été adressé de Grissif. Donc il avait initialement une CRP à 150, qui est passée à 294. Il avait été mis initialement sous antibiotiques à base d'antistaff et aminoside à l'hôpital régional de Grissif. Au CHU, donc, on avait pris une voie avec une perfusion. Le bilan CRP qui est monté à 392 avec une numération à 16,9, des blancs à 3840, donc le copénie. Lymphocytose à 1890. Des plaquettes à 36 000, une thrombopénie, des CPK LDH, donc CPK à 1104 et 3325 de LDH avec une hypoalbuminémie à 28, une calcémie à 60. Le CBE a montré une leucocyturie avec une écho abdomino-rénale normale et la radiothorax qui a confirmé le foyer pulmonaire gauche. Donc, on avait mis sous céphalosporine troisième génération aminoside et vancomycine avec un schéma de réhydratation, une supplémentation calcique, perfusion d'albumine, ionogramme sanguin de contrôle avait montré quand même une hypernatrémie qu'on a corrigée à l'oplate, donc on est passé de 152 à 145. On avait mis des soins de lésions cutanées, donc on avait fait appel à des dermatologues quand même. Donc, traitement anti-staph en poudre avec la pommade Mebo, le tulle gras et des compresses stériles. Et on avait demandé un avis génétique. Sauf que ce bébé, il est décédé justement suite à un choc septique. Tellement les lésions étaient étendues, donc on l'a perdu à cause d'un choc septique. Donc la maladie, elle est due à des mutations non-sens dans le gène COL7A1. Le diagnostic, il est suspecté justement à l'examen clinique. Il est confirmé par une cartographie antigénique, par immunofluorescence et ou microscopie électronique. Des tests génétiques confirment le diagnostic et le mode de transmission, il est autosomique récessif. C'est pourquoi il est conseillé vivement de demander un conseil génétique chez les parents, surtout les couples à risque. Les autres signes,
fréquents avec l'âge, c'est l'anémie, le retard pubertaire, la malnutrition, le retard de croissance, l'atteinte gastro-intestinale, et des fois, quand ils arrivent à l'âge de 30-40 ans, ça pourrait évoluer vers un carcinome spinocellulaire. Donc le deuxième cas, c'est Lina. Donc là, c'est 9 mois, donc ce n'est plus un nouveau-né. Donc c'est fait exprès, vous allez voir pourquoi. Donc l'examen clinique, il retrouve un retard pondéral à -3 déviations standard. Elle était polypnéique avec des signes de lutte, avec une candidose buccale rebelle au traitement. Donc elle faisait des candidoses buccales à répétition. Et on avait des lésions cutanées. Donc vous regardez, là, c'est une lésion au niveau du creux axillaire. On a une xérose diffuse avec érythrodermie squameuse et on a carrément une bartholinite chez cette petite Lina de 9 mois. Et donc, le bilan initial, il avait montré une lymphopénie à 600 par millimètre cube, et puis des images en faveur d'une pneumopathie interstitielle à la radio du poumon. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Et puis, les antécédents personnels, ils ont montré des infections à répétition, respiratoires surtout, ORL. Elle avait des diarrhées à répétition. La notion de 3 décès dans la fratrie, je pense que là, ça devient plus typique dans un tableau de fièvre inexpliqué. Une consanguinité 3e degré. C'était pas 1er degré, mais quand même, au niveau de l'oriental, c'est ça le problème. On a beaucoup de consanguinité au niveau de la région. Et puis, hospitalisation en pédiatrie à l'hôpital Farabi, l'hôpital régional, pour toux grasse, émétisant, dyspnée expiratoire, fièvre chiffrée à 39 et altération d'état général. Et donc, bien entendu, on avait évoqué le diagnostic de déficit immunitaire. Et le bilan donc, était en faveur d'un déficit immunitaire combiné sévère. Donc l'atteinte cutanée et pulmonaire, donc, on avait évoqué une tuberculose avec BCG, et parce que justement, quand on a remonté l'interrogatoire, c'était une lésion depuis son BCG, elle avait gardé justement cette adénopathie qui fistulait avec de l'abcès. Et donc, on l'avait mis sous traitement antibiotique à large spectre, puis un traitement antibacillaire, et on a mis des immunoglobulines plus tard. Il y avait une bonne amélioration en attente d'une greffe de moelle. Et donc là, juste un petit rappel pour ce qui est du BCG déficit immunitaire. Donc le vaccin, c'est un vaccin vivant atténué, et donc raison pour laquelle elle a réagi, parce que c'est un vaccin vivant, justement. Donc, il est dû à ce bacille de Calmette-Guérin qui est exceptionnellement responsable d'atteintes disséminées. Donc, sauf si on est face à un nouveau-né ou à un sujet immunodéprimé. C'est pourquoi, justement, elle nous a fait une atteinte disséminée. Le BCG peut être responsable d'infections graves chez le sujet immunodéprimé. Donc, c'est ce qu'on a vu. L'atteinte cutanée, elle est rarement isolée. Et d'ailleurs, là, on avait l'atteinte pulmonaire aussi, exceptionnel, mais peut-être le premier signe révélateur de ce DIX. Et puis, les antécédents d'infections multiples, c'est ce qu'on avait chez la petite, avec des signes cliniques associés. Il faut toujours penser à un déficit immunitaire. Donc là, c'est typique de ce qu'on voit couramment. Je ne sais pas si ça se voit aussi chez vous, des nouveau-nés qui nous viennent avec des ombiliques qui sont vraiment souillés, qui sont sales. Donc, il était hypotonique de sexe masculin et on avait à l'examen clinique une omphalite avec ombilique souillé de Khull et de Henné. Donc, il avait présenté un choc septique. Heureusement, il a été sauvé, mais quand même, c'était difficile de s'en sortir parce qu'il y avait quand même une omphalite assez avancée. Donc, ils ont appliqué le henna et le khull sur l'ombilique. Là, c'est des cas qu'on voit aussi assez souvent, bon, moins souvent qu'avant, à vrai dire, l'extravasation des médicaments administrés par voie veineuse. Donc, regardez là, qu'est-ce que ça a donné. Donc, c'était carrément un membre, on frôlait l'amputation à un certain moment parce que l'os, il est tout près. Donc, c'est après l'application des médicaments nécessaires. Donc là, il faudrait dire que l'application des topiques déjà inadaptés ou d'électrodes chauffantes sur une peau fragile chez des prématurés pourrait également induire des lésions érythémateuses. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit assez vigilant pour cette peau de bébé. Là aussi, pareil, regardez, là, c'est un enfant qui nous a été adressé justement rien que pour cette lésion. On l'avait traité, mais il avait fait un problème pareil. Et donc, sincèrement, on a galéré entre les dermatos et on craignait quand même, il y avait même les vasculaires qui l'ont vu, parce qu'à un certain moment, on craignait quand même l'amputation. Et donc, il faut dire que l'élévation du pH cutané, parce que ce n'est pas un pH acide, avec le manque de lipides, cette immaturité du système immunitaire va prédisposer aux infections. Donc, il faut vraiment faire attention. Et la prématurité, c'est un facteur aggravant parce que tout était mature. La barrière épidermique du système immunitaire sont encore immatures. Il y a un déficit en ces peptides antimicrobiens. Et donc, ça prédispose à avoir justement des réactions et des complications, que ce soit infectieuses, thermiques ou hydroélectrolytiques. Donc, il nous a été adressé pour la complication d'une lésion cutanée. Donc là, c'était une publication du service. C'était un cas d'ictyose rare et unique à propos d'un cas, parce qu'on ne les voit pas tous les jours quand même. Donc, c'était un cas du service. C'est un bébé arlequin. Donc, regardez, avec son ectropion, avec la teinte typique des conjonctives, et puis la teinte des lèvres, avec une éversion des lèvres, et avec les sillons rouges qu'on voit sur la deuxième photo en bas.
Et effectivement, il y avait là aussi une consanguinité premier degré. Et le bilan biologique, il avait un hémogramme tout à fait normal. Et à l'examen cutaneo-muqueuse, une peau avec de larges squames épaisses, jaunâtres, qui sont séparées par de profondes, c'est les lésions qu'on voit là, donc par des profonds sillons, des profondes crevasses rouges, un faciès qui est particulier, avec un éclabion, un ectropion, donc c'est les conjonctives qui sont éversées et les lèvres qui sont éversées aussi, et des extrémités qui sont œdémaciées parce qu'ils font beaucoup de déshydratation. Donc c'était des œdèmes dus à la déshydratation. Donc là aussi, c'était un bébé dont le décès est survenu dans les 72 heures, surtout de choc septique justement, malgré un traitement bien conduit. Donc il y avait quand même une évolution qui était marquée par le décès, parce que quand même on a mis une antibiothérapie à large spectre, mais c'est des bébés chez qui on n'arrive même pas à prendre de voix. La peau qui se décolle de partout, donc c'est un peu difficile, même des voies centrales, on n'arrive pas à en prendre. Et là, c'était justement des cas du service, donc les 4 cas ont été publiés, donc on a là le bébé collodion, tous sont des ichthyoses néonatales. Donc, vous avez le bébé collodion. Vous avez ce cas dont on a parlé, le bébé arlequin. Celui-là, c'est comme des poupées en cire, donc c'est typique. Là aussi, c'était un cas du service. Et le dernier, c'est l'ictyose lamellaire. Donc, le bébé collodion, arlequin, l'érythrodermie ichthyosiforme congénitale bulleuse et puis l'ictyose lamellaire. Il faut dire, c'est au cas par cas parce que les ichthyoses lamellaires, généralement, on peut donner de l'hydratation, on peut donner des traitements et ils pourraient survivre, mais avec des difficultés, des surinfections, mais pas comme les autres cas. Le premier cas aussi, le bébé collodion, mais ce qui est pire, c'est les 2 cas du milieu. Donc, généralement, c'est très rare où ils arrivent à échapper au choc septique et surtout à la déshydratation sévère. Donc, le traitement est le plus souvent symptomatique. Les soins locaux à base d'émollients et de coratolytiques. Des fois, on peut proposer des rétinoïdes péros dans les ichthyoses par prolifération. Et puis, les ichthyoses congénitales sont de très mauvais pronostics généralement. Les enfants qui vivent à la naissance, ils décèdent rapidement en quelques jours avec des complications qui sont respiratoires, infectieuses ou de déshydratation. Et donc, la prise en charge, elle est généralement pluridisciplinaire. Il y a le dermatologue, il y a le néonatologue, et il y a le généticien aussi. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui est derrière. Et le diagnostic anténatal, il est parfois possible. Au Maroc, on est un peu loin du diagnostic anténatal. Donc, les pathologies dermatologiques, là, j'ai choisi quelques pathologies courantes, vu que le temps presse, donc chez le nouveau-né nourrissant et le jeune enfant. Donc là, ça vous évoque quoi? C'est l'acné, voilà, c'est l'acné néonatale. Donc là, c'est une pathologie qui est généralement transitoire, mais qui est fréquente, qu'on va voir généralement avec une prédominance masculine. C'est plus les garçons qui vont la faire dès la naissance ou dans les premières semaines de vie. Généralement, c'est justement un problème hormonal. Dès qu'il y a sevrage des hormones maternelles à la naissance, on va voir apparaître ces lésions-là. Il y a des comédons qui sont fermés et qui vont faire des points blancs. Il y en a d'autres qui vont être ouverts, ils vont donner des points noirs avec des papules rouges et des pustules. Donc vraiment des lésions qui sont un peu diversifiées. Et puis le siège des lésions, ça se voit au niveau de la face, au niveau du front généralement, et au niveau des joues. Et le traitement, c'est beaucoup plus la toilette, le nettoyage 2 fois par jour, le séchage. Il ne faut pas trop frotter cette peau. Et puis, il faut bien hydrater, il faut tapoter quand on nettoie. Et puis, la régression, elle se fait spontanément, sans cicatrice, généralement vers 1 à 3 mois. Donc là aussi, c'est l'acné néonatale. On peut dire une acné ou un acné, donc ça passe. Donc regardez là, c'est pareil. Et là, je pense que c'est déjà visible, c'est la dermatite atopique, justement, c'est la dermatite atopique, donc c'est l'ADA. Donc également appelé eczéma atopique, sauf que là, regardez, c'est quand même plus agressif parce que c'est un bébé qui va trop se gratter. Donc il y a le prurite qui est très important, l'atteinte inflammatoire prurigineuse qui est chronique, qui évolue par poussée, et généralement, ça se voit chez l'enfant et ça peut s'observer à tout âge. Souvent, on a des antécédents familiaux d'atopie, bien sûr, d'antécédents de DA, d'asthme, et puis le prurite, il est constant et ça dérange. C'est des enfants qui ont du mal à dormir, ils ont problèmes d'insomnie, ils ont même du mal à prendre leur biberon ou alors leur tété. Les lésions sont érythématosquameuses associées à une sécheresse cutanée, donc l'axérose. Et puis regardez, donc l'extension peut se faire sur tout le corps, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un respect du siège. La zone du siège, généralement, vous ne trouverez pas de lésions. Et puis l'hydratation et la corticothérapie sont les piliers du traitement. L'évolution va se faire par poussée-rémission. Et là, c'est un article tout récent sur la place des probiotiques justement dans le traitement de l'ADA, de la dermatite atopique, donc surtout Lactobacillus rhamnosus. Donc, afin d'évaluer si la dermatite atopique peut être prévenue au cours des premières années de vie, une étude a été menée auprès de 159 femmes enceintes ayant des antécédents familiaux d'allergie. Et donc, la supplémentation quotidienne avant l'accouchement de la mère ou du nourrisson, avec cette dose spécifique de 10 puissance 10 UFC de la souche LGG particulièrement, pendant 2 à 4 semaines et pendant 6 mois après l'accouchement significatif
significativement réduit le risque de dermatite atopique chez le nourrisson au cours de leurs 2 premières années de vie. Bon, ça reste des études récentes, donc sûrement on aurait du temps pour voir est-ce que vraiment ça va donner un résultat ou pas. Et là, c'est la dermatite séborrhéique, justement, du nourrisson. Donc là, appelées croûtes de lait, dans sa forme légère ou modérée, elles sont fréquentes bénignes. Donc l'avantage, c'est que c'est bénin là, mais elles sont inesthétiques. Et généralement, c'est des parents qui sont dérangés. L'enfant, il n'est pas du tout dérangé, c'est surtout la maman qui est dérangée. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Donc il faudrait la rassurer par rapport à ça. Et donc la séborrhée, c'est la présence de la séborrhée, déjà, c'est les facteurs principaux, et de la levure de Malassezia. Donc l'apparition, elle va se voir, les lésions vont se voir entre 2 semaines et 3 mois. Ce sont des plaques qui vont virer vers le jaune. Elles sont grasses, blanches ou jaunâtres sur le sommet de la tête, généralement. On regarde la fontanelle antérieure. Il y a même des enfants où on aura des lésions qui vont même se voir au niveau du front, ça va arriver au niveau des sourcils, sans rapport avec une hygiène insuffisante, justement. Il n'y a pas de traitement spécifique. Généralement, c'est la toilette douce. C'est très important, une toilette quotidienne et du brossage doux, du cuir chevelu. Il faut éviter de mettre un shampoing tous les jours, donc généralement tous les 2 à 3 jours pour limiter l'irritation. Mais c'est le rinçage qui devrait se faire à l'eau chaque jour, généralement. Ça pourrait calmer et brosser quotidiennement avec douceur, sinon on risque d'irriter le cuir chevelu pour éviter l'apparition d'amas. Et normalement, avec le temps, ça disparaît. Là, c'est l'érythème fessier. Donc, on en voit assez souvent, l'érythème fessier du nourrisson, et ça dérange aussi quand ça traîne. Il est très fréquent chez l'enfant non encore propre. Maintenant, on est revenu sur l'échange lavable, chose qui n'est pas bonne. Peut-être qu'elle est bonne sur le plan écologique, mais pas pour les bébés, parce que tout simplement, c'est un motif potentiel de recrudescence des dermites de siège. Ils sont moins absorbants que les couches jetables. Et donc, on pourrait avoir plusieurs types de dermites de siège, les dermites des convexités et les dermites en W. Donc, celle-là, c'est la dermite en W qu'on va voir ici. La prise en charge rapide s'impose. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir quand même des complications, notamment les surinfections, surtout mycosiques. Et d'ailleurs, je me rappelle de Dr Mahé qui insistait sur l'utilisation d'antimycosiques. Donc, généralement, il utilisait dans les dermites de siège et ça marchait très, très bien. Donc, possible dermite en Y avec lésion au niveau des plis de l'aine. Regardez là. Et le pli interfessier. Au niveau des organes génitaux aussi. Et souvent, on retrouve un candida albicans. Donc, les règles simples d'hygiène s'imposent tout simplement avec l'utilisation des couches et les traitements locaux, protecteurs, cicatrisants, antimycosiques. Là, on est un peu dans le nourrisson. Donc, c'est très, très rare qu'on va voir ça chez le grand enfant. C'est la gale, voilà, c'est une gale. Donc, regardez, c'est les sillons scabieux que vous voyez là. Donc, c'est un petit sillon scabieux qu'on met entre les 2 points. Donc, finalement, c'est une parasitose qui est transmise par contact humain direct le plus souvent. Ça pourrait se voir à tout âge, c'est très important, mais là, là aussi, ça n'a rien à voir avec le problème d'hygiène. Donc, le problème, c'est que ça passe rapidement, c'est très contagieux. Donc, elle est en recrudescence, elle n'est pas grave, mais elle dérange quand même. Donc, doit cependant être diagnostiquée à temps pour que tout le monde soit touché, toute la maison, des fois l'école, des fois tous les gens qui sont en contact. Donc, le parasite qui va creuser des galeries, là, et donc, on va se retrouver avec les sillons dans la couche cornée de l'épiderme. Des fois, on peut trouver des vésicules, donc différents aspects, que ce soit des vésicules, des pustules rouges avant 2 ans, au niveau de la plante des pieds surtout, parfois au niveau des mains, comme on a vu là, et au niveau des aisselles et le visage. Et le prurite, il est vraiment très intense et ça dérange, surtout quand c'est des petits. Le traitement local va se faire, et bien sûr, la crème et la lotion, et bien sûr, laver le linge aussi à une température très élevée, utiliser même des fois la lotion sur le linge pour limiter la transmission. Là, c'est l'herpès, oui. L'herpès, et là, c'est carrément une gingivostomatite herpétique. Donc, l'herpès qu'on va voir, donc c'est une maladie virale très répandue, bien entendu, le plus souvent bénigne. Il peut cependant être grave si ça touche certaines catégories, surtout le nouveau-né. C'est grave chez le nouveau-né, chez l'atopique, chez la femme enceinte et chez l'immunodéprimé. Donc, il faudrait qu'on fasse le diagnostic très tôt parce que ça devient quand même sérieux. Et là, par contre, il y a le problème d'hygiène. Là, c'est l'impétigo. Donc, l'impétigo, c'est vraiment un problème d'hygiène qui est là. Donc, c'est l'infection bactérienne la plus fréquente chez l'enfant. Ça va se voir surtout entre 2 et 6 ans. Sauf que là, regardez, même un petit qui a fait l'impétigo, parce que sûrement, c'est le grand frère, c'est l'aîné qui avait l'impétigo et qui l'a contaminé. Donc là, il faudrait quand même qu'on fasse attention parce que c'est très contagieux et généralement, ça vient à cause des défauts d'hygiène.
Donc, quelques messages que je voudrais transmettre. Donc, bien sûr, la peau du nouveau-né à terme est de constitution similaire à celle de l'adulte, de physiologie encore imparfaite, c'est pourquoi elle est fragile. Et donc, ce qui est important surtout à savoir, c'est que la surface poids, le rapport surface-poids est 3 fois supérieur à celui de l'adulte. C'est pourquoi c'est des enfants qui vont faire beaucoup plus de complications que chez l'adulte. Et donc, c'est ce qui fait la différence notable entre la peau d'un adulte et d'un nouveau-né. Donc, il faudrait vraiment faire attention à ce qu'on applique sur la peau de ces bébés. Il faudrait savoir conseiller à temps, au moment opportun. Il y a des produits qui vont se voir, c'est des phénomènes de mode. Donc, on va se retrouver avec le même produit chez toutes les femmes. Et généralement, il faut éviter les produits qui sont vraiment trop parfumés, trop irritants pour la peau, pour ne pas avoir de toxicité, surtout les agents topiques qu'on pourrait utiliser. Donc, il faudrait vraiment utiliser des produits avec vraiment précaution. Et c'est ce que j'avais à vous dire. Merci.